Inventarium du Café Europa, atelier d'écriture. Aujourd'hui, c'est la proposition 9. Alors, on va faire du 9 avec la proposition et on va aller voir ailleurs. Cette proposition, j'ai envie de l'appeler Où est la maison de mon ami? C'est le titre d'un film. Ça n'a pas forcément de rapport direct. J'ai toujours trouvé ce titre très beau. Et je vous propose donc de travailler sur un trajet. J'aimerais que vous partiez d'un trajet qui soit très très bien identifié pour vous. Un trajet extrêmement familier qui peut-être n'a pas de relation avec l'endroit où se trouve la maison de votre ami. Ça peut être un trajet que vous avez beaucoup fait dans le passé. Ça peut être un trajet que vous faites quotidiennement. Une fois de plus, qui va aller voir et surtout cet atelier d'écriture sur la famille est là pour nous amener à écrire autrement sur la famille et pas par le petit bout de la lorgnette de la famille. Bref, un trajet familier sur le mode qui vous convient, à pied, en voiture, en train ou à cheval, qui effectivement, dans l'histoire qu'on va raconter, qu'on se raconte, relie la maison d'un narrateur, d'une narratrice, avec celle de son ami. On est toujours dans l'enfance, on est toujours dans ce moment-là de l'atelier où on travaille sur l'enfance, sur une écriture de forme qui peut prendre des formes enfantines et un référent de cette nature. Ce trajet, très techniquement, j'aimerais que vous le jalonniez de 5 étapes, ou 7 étapes si vous êtes en super forme et vous avez un trajet très très long. 5 à 7 étapes sur ce trajet qui vont être comme des balises et qui vont être aussi pour nous des formes de micro-paragraphes. J'aimerais qu'on rende la mobilité néanmoins en s'épargnant tous les alors, ensuite, puis, après, etc. Considérant que le simple fait de passer d'un de ces micro-paragraphes à l'autre induit un déplacement. Comme des choses, peut-être qu'on voit tout simplement dans ce déplacement, dans des choses qui servent à nous repérer, pour ne pas oublier la route, ou parce que vraiment on les voit, ou on leur accorde de l'importance chaque jour ou chaque fois qu'on fait ce déplacement, l'état d'un arbre, une vitrine, l'état d'une route, etc. Donc 5 ou 7 micro-paragraphes dont la succession implique le déplacement. Donc ça fait déjà beaucoup d'informations. Et maintenant, je voudrais en rajouter une autre concernant la forme qui me tient très à cœur. C'est que j'aimerais qu'on s'appuie sur des formes infinitives, de manière à ce que la narration de ce déplacement puisse prendre des allures de recettes dans un grimoire, de tours de magie, de processus à suivre. Évidemment, des formes infinitives, on en a aussi dans des modes d'emploi, et la forme stricto sensu du mode d'emploi n'est pas forcément la chose qui va être la plus motivante du monde et la plus intéressante pour nous. C'est pour ça que je préfère évidemment l'idée du grimoire des sorcières. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui appartient à la magie dans ce trajet qui mène de chez soi à la maison de son ami. C'est un lieu de beaucoup de rêves. Donc je reviens à mon histoire de forme infinitive, je vais évidemment vous donner des exemples. Et l'exemple en chef, c'est le poème de Prévert,
pour faire le portrait d'un oiseau. Le poème est familier, on l'apprend dans l'enfance. Je vais quand même vous le rappeler, pour le plaisir de le lire aussi. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt, se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider, ne pas se décourager, attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observer le plus profond silence, attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est entré, fermer doucement la porte avec le pinceau, puis effacer un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes, de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais, mais s'il chante, c'est bon signe. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. C'est une lecture ravissante au premier sens du terme. Vous aurez remarqué évidemment donc l'utilisation des formes infinitives. Peindre d'abord une cage, attendre que l'oiseau vienne, observer le plus profond silence, mais qui sont suivis d'un grand nombre de compléments, d'indications très riches et très libres. Donc c'est à la fois sur ces formes infinitives et sur la façon dont Prévert les laisse courir que j'attire votre attention. On remarquera aussi qu'évidemment à la toute fin du poème, le vous apparaît. C'est vous qui signez. Voilà, si le tableau est réussi. C'est-à-dire, les trois quarts du poème servent à amasser les conditions nécessaires au miracle. Éventuellement, on peut avoir un petit dénouement avec un sujet nommé, vous, je. Peut-être c'est une chose qu'il faut qu'on se mette de côté aussi, nous, dans cette proposition. Peut-être à la suite de ces 5 jalons, de ces 5 balises, 5 ou 7, avec dans leur forme infinitive, enrichie en adjectifs, en compléments, éventuellement aussi en phrases entre tirets, libre à vous, bien sûr. De garder quand même à la fin, peut-être 2 lignes comme ça, qui concluent avec l'apparition d'un je ou d'un tu ou d'un vous, qui ne serait pas du tout apparu avant dans le cadre de la proposition principale de forme infinitive. Je vais vous donner également une deuxième piste, parce qu'elle me tient à cœur et qu'elle est magnifique. C'est une piste qu'a bien des titres Je dois et nous devons à François Bon. Danielle Colobert, c'est une autrice qui a eu le mauvais goût de disparaître prématurément, mais dont l'œuvre est extrêmement importante aux yeux de nombreux libraires et de nombreux auteurs et autres autrices, qui ont permis, en la rééditant, en la faisant rééditer chez Paul, de faire connaître son travail. Celle qui a été une contributrice majeure à ce maintien, à cette redécouverte, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, c'est Françoise Morvan, qui a un blog dont vous trouverez
les coordonnées en ligne sous ce post. Je ne vais pas vous lire beaucoup de Daniel Colobert. Par contre, je vais fournir beaucoup de liens vers son œuvre. J'ai envie qu'elle nous accompagne dans cette proposition 9. Donc un tout petit morceau, très bref. C'est extrait de Dire 1/2, recours au vent pour d'innombrables motifs, à la mer sans raison. Ne pas poursuivre clairement les chemins indiqués, les routes prévues. Osciller à travers les complicités entre des moments coupables et les délires. Pactiser avec les frayeurs, les égarements pour rendre compte du flou, de l'incertitude. C'est très bref, mais je vais m'arrêter là. Et libre à vous. Et je vous y enjoins d'aller voir de larges extraits de son travail sur romu.net. Et puis, il y a une interview aussi de François Boin, son sujet, le blog de Françoise Mandon, etc. Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi ça nous intéresse? Ben évidemment, elle parle des routes d'incertitude, de l'oscillation. Et ça aussi, dans le cadre de ce déplacement à faire, j'aimerais qu'il y ait une place pour l'incertitude et l'oscillation, pour la chose dont on n'est jamais sûr, comme quand on est enfant et qu'on a décidé de ne pas marcher sur tous les dallages noirs ou blancs, et que tout à coup un déplacement est contrecarré par une machine qui passe par là et qui nettoie, ou un chantier occasionnel, qu'on est dérouté, détourné. En tout cas, ça a pu se produire une fois, et cette fois-là, elle peut être racontée entre tirets ou entre parenthèses ou en ajout à partir une fois de plus de la proposition principale, qui est une forme infinitive. Et au-delà de cette forme infinitive, donc peindre d'abord une cage, prendre à droite en sortant, j'aimerais que dans ces micro-paragraphes, 5 ou 7 donc, qui balisent votre déplacement, vous n'hésitiez pas à faire des phrases sans verbe. Voilà. Comme on en trouve beaucoup chez Daniel Colobert. Non seulement sans verbe conjugué, mais parfois sans verbe du tout. Pour voir où ça nous mène, où ça nous dérange. Et qu'est-ce qui reste, du coup, avec cette contrainte de ce trajet qui est un voyage et qui mène jusqu'à la maison de mon ami. J'attends vos textes avec impatience. Le gros jardin reste ouvert jusqu'à fin novembre, donc n'hésitez pas à venir y planter quelque chose ou juste à venir y voir. Et bonne lecture.